Je m'appelle Kassus Tuati. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude sur les propriétés structurales électroniques et magnétiques des alliages oscillaires quaternaires de type NiMnCoSi. Les alliages jumeaux-alliages, c'est un mélange de plusieurs atomes. On commence premièrement par l'introduction. Premièrement, on va voir l'introduction, puis on passe par généralité sur les alliages oscillaires, méthode de calcul. Ensuite, on va voir résultats et discussions et on terminera par une conclusion. Donc, les alliages oscillaires sont des composés intermédiaires présentent des propriétés magnétiques, électroniques et structurales intéressantes. Ils portent le nom de chimiste allemand Friedrich Osler, qui les a découvertes au début du XXe siècle. Donc, ces matériaux ont une formule chimique X2, Y, Z, dans laquelle X et Y sont des éléments de transition et Z est un élément de groupe 3 ou bien 4 ou 5 de table périodique. On passe maintenant par généralité sur les alliages oscillaires. On va voir la classification des matériaux selon le point de vue magnétique. On sait que l'électron a deux mouvements, un mouvement orbital et un mouvement de spin. Donc, à partir des équations de Maxwell, toute particule chargée dans un mouvement pour créer un champ magnétique. Grâce à ces deux mouvements, l'électron va créer un champ magnétique, c'est-à-dire un moment magnétique orbital et un moment magnétique de spin. Donc, le moment magnétique total est égal à la somme des deux moments, c'est-à-dire ms plus ml. Donc, grâce à ces deux propriétés, c'est-à-dire la propriété électronique, c'est-à-dire la propriété de configuration électronique des atomes et la propriété des champs magnétiques créés par les électrons, on peut classer les matériaux en 5 catégories. Première catégorie, c'est les matériaux diamagnétiques. Pour les matériaux diamagnétiques, les électrons des atomes de ces matériaux sont célibataires. Sont appareils. Le moment magnétique de chaque atome de ces matériaux est nul. Maintenant, si on applique un champ magnétique H sur ces matériaux diamagnétiques, on aura un moment magnétique négatif, comme vous voyez. Puisque la susceptibilité de ces matériaux est négative, on sait que le moment magnétique M est égal à Xi fois H. Donc, puisque Xi est négatif, donc le moment magnétique est négatif. On passe maintenant par la deuxième catégorie. Pour la deuxième catégorie, c'est les matériaux paramagnétiques. Pour les matériaux paramagnétiques, les électrons des atomes de ces matériaux sont célibataires. Chaque atome de ces matériaux possède un moment magnétique, comme vous voyez dans cette image. L'aimantation ou bien l'orientation de ces atomes vont prendre des directions différentes. Donc, pour cela, le moment magnétique total de ces matériaux est nul puisqu'il y aura une compensation de tous les moments des atomes. Maintenant, si on applique un champ magnétique H extérieur sur ces matériaux paramagnétiques, donc ces atomes vont s'aligner aux mêmes directions de champ magnétique H appliqué. Finalement, on obtient un moment magnétique positif et non nul. On passe maintenant par la troisième catégorie, c'est les matériaux ferromagnétiques. Pour les matériaux ferromagnétiques, les atomes vont s'aligner en même direction, c'est-à-dire ces matériaux possèdent un moment magnétique non nul. Maintenant, si on applique un champ magnétique extérieur sur ces matériaux, on aura un moment magnétique très fort. On passe maintenant par la quatrième catégorie, c'est les matériaux antiferromagnétiques. Pour les matériaux antiferromagnétiques, les atomes de ces matériaux vont diviser en deux groupes, un groupe A et un groupe B, dans laquelle ces deux groupes ou bien l'alimentation de ces deux groupes est antiparallèle. Donc, le moment magnétique de ces atomes est nul puisque le moment magnétique des atomes de groupe 1 est annulé par le moment magnétique de groupe B. Maintenant, si on applique un champ magnétique H extérieur sur ces matériaux antiferromagnétiques, donc ces deux groupes vont s'aligner aux mêmes directions de H et finalement on aura un moment magnétique non nul.
On passe maintenant par la dernière catégorie ici, les matériaux ferrimagnétiques. Donc, pour les matériaux ferrimagnétiques, les atomes de ces matériaux vont diviser en deux groupes, un groupe A et un groupe B, dans lequel ces deux groupes est anti-parallèle. Mais dans ce cas, on a l'amplitude de groupe A est différente que l'amplitude de groupe B. Pour cela, ces matériaux possèdent un moment magnétique intrinsèque. Maintenant, si on applique un champ magnétique H sur ces matériaux ferrimagnétiques, donc ces deux groupes vont s'aligner aux mêmes directions de champ magnétique appliqué. Pour cela, on aura un moment magnétique très fort. Donc, on passe maintenant par le composé oscillaire. Pour le composé oscillaire, il a une formule chimique X2Y dans laquelle X et Y sont des méthodes de transition et Z est un élément de groupe 3 ou bien 4 ou 5 dans le tableau périodique. On passe maintenant par les types des alliages oscillaires. On a trois types différents. Pour le premier type, c'est les alliages full oscillaires. Ces alliages, ils ont une formule chimique X2YZ dans laquelle, avec un nombre de stoichiométrie de 1, 1, ces alliages se cristallisent dans un cubique à face centrée avec un groupe d'espace FM43, numéro 225. On passe maintenant par le deuxième type, c'est les alliages demi-oscillaires. Pour les alliages demi-oscillaires, ils ont une formule chimique XYZ avec un nombre de stoichiométrie 1, 1, 1. Ces alliages se cristallisent dans un cubique à face centrée avec un groupe d'espace F bar 43, un numéro 216. Et le tableau suivant représente les arrangements possibles pour les alliages demi-oscillaires. Donc, comme vous voyez, on a trois types d'alliages différents. Donc, on passe maintenant par le dernier type, c'est les alliages quaternaires. Donc, les alliages quaternaires, ils ont une formule chimique X, Y et Z avec un nombre de stoichiométrie 1, 1, 1, 1. Ces alliages se cristallisent aussi dans un cubique à face centrée avec un groupe d'espace F par 43, 1. Et le tableau suivant représente les arrangements possibles pour les alliages quaternaires. Donc, comme vous voyez, on a trois arrangements possibles pour ces alliages. Donc, on passe maintenant par les applications des alliages oscillaires. Donc, les alliages oscillaires possèdent des propriétés magnétiques. Donc, on peut les utiliser pour fabriquer la tête de disque afin de stocker des informations magnétiques. Ils ont aussi des propriétés de semi-conducteurs. Donc, on peut les utiliser pour fabriquer des composantes électroniques à base de semi-conducteurs tels que les diodes et transistors et d'autres composantes électroniques comme par exemple les photorécepteurs. Ils ont aussi des propriétés de thermoélectrique. Donc, ces alliages possèdent un effet cinétique très élevé. Donc, on peut les utiliser pour transformer l'énergie thermique en énergie électrique. Donc, comme vous savez, certains appareils, au cours de leur fonctionnement, vont émettre la chaleur. Donc, on peut utiliser ou bien on peut transformer cette chaleur à une énergie électrique afin de refroidir les appareils. On peut les utiliser aussi pour fabriquer la tête de lecteur écriture de disque dur, ainsi que le principe de fonctionnement de cette tête est basé sur le phénomène de la magnétorésistance géante et ou bien la magnétorésistance à effet Tina. Donc on sait que la magnétorésistance géante c'est un empilement des couches ferromagnétiques séparées par une couche conductrice. Donc on peut les utiliser, on peut utiliser les alliages oscillaires pour fabriquer les couches ferromagnétiques. On passe maintenant par la méthode de calcul. Donc, pour calculer l'énergie d'un atome, il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Hc est égal à EC, dans laquelle H c'est l'hamiltonien et E c'est sa valeur propre. C c'est la fonction d'onde. La relation de H total est égale à l'énergie cinétique des noyaux plus l'énergie cinétique des électrons plus le potentiel d'interaction entre noyaux plus le potentiel de répulsion entre noyaux électrons plus le potentiel d'attraction entre noyaux électrons plus le potentiel de répulsion entre électrons et électrons. Donc comme vous savez, la résolution de cette équation n'est possible que pour les atomes.
pour l'atome d'hydrogène et pour les atomes d'hydrogénoïdes. Donc, les atomes d'hydrogénoïdes sont des atomes qui ressemblent à l'atome d'hydrogène, mais pour les atomes polyélectroniques, c'est très difficile à résoudre. Pour cela, on passe par des approximations. L'une des méthodes qu'on a utilisées durant nos recherches, c'est la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet FP-LAP-W, implémentée dans le cas de Viendoka, avec une approximation GGA. Maintenant, on passe par les états et discussions. Donc, le tableau suivant représente les valeurs de RMT qu'on a choisies. Donc, les RMT sont des rayons de Mefentin, c'est-à-dire le rayon de l'atome. Donc, on a choisi 1,9 pour le silicium et 2,2 pour les autres atomes. Donc, avec un K point est égal à 3000. Donc, le but de choisir ces valeurs, c'est pour éviter, premièrement, le chevauchement des rayons de Mefentin. Deuxièmement, pour assurer l'intégration de tous les atomes, de tous les électrons des atomes. On passe maintenant par les propriétés structurales. Donc, le tableau suivant représente les arrangements possibles pour les alliages quaternaires. Donc, comme vous voyez, on a 3 types différents. Donc, à partir de ces 3 types, on va calculer l'énergie ou bien on va tracer l'énergie en fonction de volume pour les 2 états magnétiques et état ferromagnétique et état non magnétique. Donc, afin de voir la stabilité dans ces 3 types. Donc, comme vous voyez, le graphe ou bien la figure 1 représente l'énergie en fonction de volume. Donc, comme vous voyez, le type 1 ferromagnétique. Donc, le type 1 ferromagnétique possède une énergie minimale que les autres types. Donc, on constate que notre matériau est plus stable dans le type 1 ferromagnétique. Donc, j'ai regroupé le paramètre de maille et le modèle de compressibilité. Donc, le paramètre de maille et le modèle de compressibilité, sa première dérivée et l'énergie minimale de type 1 ferromagnétique de notre matériau dans la phase cubique. Donc, le paramètre de maille, c'est-à-dire la distance entre deux atomes successifs, est égal à 3,5 angstrom. On passe maintenant par la structure de bond pour la phase cubique. Donc, la figure 2 représente la structure de bond pour spin-up, spin-down dans la phase cubique. Donc, comme vous voyez, dans le spin-up et spin-down, le niveau de Fermi est CTI. Donc, EF est CTI dans la bande permise. On constate que notre matériau il a un caractère métallique pour les deux spin-up et spin-down. On passe maintenant par l'effet de Gentile. Donc, dans les alliages, dans les alliages, les atomes, la configuration électronique des atomes qui se termine par 3D. Donc, ce niveau va se diviser en 2 niveaux, un niveau T de J et un niveau OJ. Donc, comme vous voyez, le niveau T de J est triplement dégénéré. Par contre, le niveau OJ est doublement dégénéré. Donc, à partir de l'hypothèse de Gentile, si l'un de ces 2 niveaux est inégalement peuplé, donc le site octaèdre ou bien le site octaèdre et le site tétraèdre n'a pas la géométrie le plus stable. Donc, il va se déformer pour être plus stable. Donc, cette déformation, donc, on a 2 types de déformation. Donc, donc, on a 2 types. Premier type par élongation, deuxième type par une compression. Donc, dans quel type on aura une compression et dans quel type on aura une élongation. Donc, si l'orbital dx au carré, y au carré est plus peuplé que l'orbital dz au carré, donc dans ce cas, on aura une déformation par compression. Donc, maintenant, si l'inverse, c'est l'orbital dz au carré est plus peuplé que l'orbital dx au carré, y au carré, on aura une déformation par une élongation. Donc, au cours de cette déformation est associée par le levé de dégénérescence. Donc, comme vous voyez, il y a un levé de dégénérescence avec un abaissement de la symétrie. Donc, comme vous voyez, dans le type 1 ferromagnétique,
L'atome de manganésite occupe le site octaèdre et l'atome de nickel occupe le site tétraèdre. Ainsi que la configuration électronique de manganèse se termine par 3D4 et la configuration électronique de nickel se termine par 3D7. Donc, ces deux configurations, ils ont une configuration, c'est-à-dire le niveau dans laquelle le niveau OG est inégalement peuplé. Donc, ces deux sites, c'est-à-dire le site octaèdre de l'atome de manganèse et le site tétraèdre de l'atome de nickel, va subir une déformation, c'est-à-dire il va subir de l'effet de Gentiler. Donc, cette déformation va transformer notre phase cubique en phase tétragonale play stable par un phénomène de distorsion. Donc, la figure 4 confirme l'hypothèse de Gentiler et la figure 3 et la figure 5 aussi confirme l'hypothèse de Gentiler. Donc, comme vous voyez, la figure 4 représente l'énergie en fonction de volume pour les deux phases, phase cubique et phase cubique et phase tétragonale. Donc, dans la phase tétragonale, l'énergie est minimale que la phase cubique. Donc, notre matériau est plus stable dans la phase tétragonale. Donc, la figure 5 représente l'énergie en fonction du rapport C sur A. Donc, comme vous savez, comme vous voyez, on a deux minimums. Et comme vous savez, dans le cube, tous les arrêts sont égaux, c'est-à-dire A est égal à B est égal à C, A est égal à B est égal à C. Donc, le rapport C sur A est égal à 1. Pour le cristal tétragonal, donc on a A est égal à B différent de C, donc le rapport C sur A est différent ou bien est supérieur à 1. Donc on constate que le premier minimum correspond aux phases cubiques et le deuxième minimum elle est autour de 1,8, donc il correspond aux phases tétragonales. Donc comme vous voyez, le deuxième minimum possède une énergie minimale que le premier minimum. Donc, on constate que notre matériau est plus stable dans la phase tétragonale, c'est-à-dire donc la phase cubique va subir une déformation. Cette déformation va transformer la phase cubique en phase tétragonale plus stable. Donc, j'ai regroupé le paramètre d'Omaï. Et le rapport C sur A, modèle de compressibilité, sa première dérivée, l'énergie minimale de type A ferromagnétique dans la phase tétragonale et l'énergie de formation de notre matériau dans la phase tétragonale. Donc, vous voyez, l'énergie de formation, elle est négative. On constate que notre matériau est thermodynamiquement stable. Donc, on peut le synthétiser dans les usines. Passe maintenant par la structure de bond pour la phase tétragonale. Donc, pour les deux spin up et spin down, le niveau de Fermi est situé dans la bande permise. On constate que notre matériau il a un comportement métallique pour les deux spin up et spin down. Passe maintenant par la densité d'état total et partiel. Donc, pour les deux phase cubique et phase tétragonale. Donc, dans la phase cubique, juste au-dessous du niveau de Fermi, on a la contribution dominante et due aux orbitales 3D de l'atome de nickel, cobalt et manganèse. Donc la même chose pour la phase tétragonale, donc la contribution majeure pour spin up juste au-dessous du niveau de Fermi, donc la contribution dominante dans le DOS, c'est des orbitales 3D de nickel, des atomes de nickel, cobalt et manganèse. Donc, pour le spin down dans la phase cubique, on remarque juste au niveau de Fermi, on a deux pics importants des orbitales 3D de nickel et cobalt. Donc,
On remarque aussi qu'il y a un déplacement pour la phase tétragonale. On a un déplacement de ces deux pics de niveau de Fermi vers 0,5 électrons volts. Donc, ce déplacement est formé par la division des orbitales de l'orbital OJ de l'atome de nickel. Donc, le site, donc, on a vu précédemment que le nickel occupe le site tétraèdre. Donc, le site tétraèdre, c'est lui qui va se déformer. Donc, on remarque aussi, on a la non-symétrie de dose pour les deux phases, phase cubique et phase tétragonale. Donc, et ça confirme le caractère métallique de notre matériau pour les deux phases, phase cubique et phase tétragonale. Donc, maintenant, par la densité d'état partielle pour l'orbital 3D de l'atome de nickel. Donc pour la phase cubique, la contribution majeure juste au niveau de Fermi, la contribution majeure D au niveau OG, puisque le niveau OG est plus énergétique que le niveau T de J. Par contre, dans la phase tétragonale, la contribution dominante juste au niveau de Fermi est due au niveau ou bien l'orbital dz au carré. Maintenant par la conclusion. En conclusion, nous avons constaté que notre matériau a un comportement ferromagnétique tandis que les éléments ne sont pas magnétiques. Notre matériau se stabilise dans la phase ferromagnétique puis va subir une distorsion connue sous le nom de l'effet de Gentiler pour aboutir à la phase tétragonale plus stable. D'autre part, la structure de bande de notre matériau présente un comportement métallique dont spin-up pour la phase tétragonale et un comportement de semi-conducteur dont le spin-down. L'énergie de formation de notre matériau est négative, donc, donc notre matériau est thermodynamiquement stable, donc on peut le synthétiser dans les usines.